Bonjour à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Merci Docteur, le premier comprimé qui s'écoute, que vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à suivre et nous en sommes très heureux. Depuis le début de ce podcast, le docteur Bérébi vous a souvent parlé des examens qu'il pratiquait lui-même à ses patients ou des examens complémentaires qu'il était amené à prescrire. C'est pourquoi il lui a semblé intéressant de vous les expliquer plus en détail et puis surtout rassurer certains auditeurs à qui ces examens semblent un peu difficiles à faire. Bonjour docteur Bérébi. Bonjour Clara. Nous allons lister ces examens en commençant par le haut du corps et nous allons débuter par la fibroscopie gastrique. Alors pour quelles raisons faites-vous une fibroscopie à vos patients ? Alors en fait, on ne doit plus utiliser le mot de fibroscopie, qui est un abus de langage. J'aime bien qu'on soit précis sur les termes, et donc on parle d'endoscopie. Pourquoi ? Parce qu'au début, la technologie, c'était des fibres optiques qui permettaient d'avoir une image. Mais en fait, maintenant, on n'utilise plus de fibres, on utilise des capteurs électroniques, et donc on doit parler d'endoscope et non pas de fibroscope. Et on parle, pour cet examen, d'endoscopie œsogastro-duodénale. Les indications sont très nombreuses. Alors tout d'abord, il y a évidemment toutes les pathologies douloureuses, c'est-à-dire qu'un patient qui va avoir du reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire des brûlures, des remontées d'acidité, des remontées alimentaires, notamment s'il fume ou s'il a plus de 50 ans, on va très rapidement réaliser une endoscopie œsogastro-duodénale qui va permettre de mettre en évidence une œsophagite, c'est-à-dire une irritation de l'œsophage liée à l'acidité, et on peut mettre également la fameuse hernie hiatale qui est une remontée de l'œsophage dans la zone de jonction entre l'œsophage et l'estomac, qui favorise donc ce reflux. Deuxième situation, les blocages. Quelqu'un qui a un blocage en mangeant, l'aliment se bloque dans son œsophage, on va être amené à faire une endoscopie gastrique, puisqu'on va rechercher notamment une mycose dans l'œsophage, c'est-à-dire un champignon. On va rechercher également une tumeur de l'œsophage, donc c'est un examen dans ce cadre-là qui est très intéressant et important. Et puis troisième grande indication, c'est bien évidemment la suspicion d'ulcère. Si on suspecte un ulcère gastrique ou bulbaire, à ce moment-là, on va faire une endoscopie. L'endoscopie va nous permettre de le visualiser et puis de faire des biopsies. Ces biopsies sont très importantes et elles doivent d'ailleurs être faites en nombre important pour rechercher une bactérie, le fameux Helicobacter pylori, qui est en fait la cause principale des ulcères, comme on le sait maintenant depuis une trentaine d'années, que ce soit l'ulcère duodénal ou l'ulcère gastrique. Et si on identifie sur les biopsies cette bactérie, on va être amené à prescrire un antibiotique ou une association d'antibiotiques, ainsi qu'un inhibiteur de la pompe à protons. Il y a évidemment toutes les indications relatives à l'anémie, c'est-à-dire un manque de globules rouges, et les carences en fer, puisque dans ce cas-là, on peut trouver par exemple des ulcérations dans l'estomac ou dans le duodénum liées à la prise d'anti-inflammatoires. On peut trouver également dans le duodénum une atrophie qui va être en rapport avec une maladie cœliaque, vous savez, cette fameuse intolérance au gluten. Et là, on va faire des biopsies et les biopsies vont confirmer le diagnostic. Donc vous voyez, il y a un nombre très important d'indications et c'est vrai que c'est un examen de base pour le gastro-entérologue. Et est-ce qu'il y a une préparation spécifique avant cet examen ? Alors, non, il n'y a pas de préparation, contrairement à la coloscopie, dont on va parler après. Il faut par contre être à jeun pour une raison évidente, c'est-à-dire qu'on va passer un endoscope, donc si on tombe sur de la nourriture dans l'estomac, on ne va pas voir grand-chose. Et puis pour des raisons de sécurité, puisque le patient étant endormi, il ne faut pas qu'il y ait de remontée d'aliments qui puissent aller dans son appareil respiratoire. L'autre recommandation, c'est de ne pas fumer, puisque le fait de fumer peut faire tousser, ce qui peut être embêtant même si le patient est endormi. Alors, l'endoscopie gastrique se déroule dans la majorité des cas avec une anesthésie ambulatoire. Ça veut dire que vous allez avoir une anesthésie très courte, de l'ordre d'un quart d'heure. On va au préalable vous mettre sur le côté gauche, bien évidemment, et pendant ce temps-là, le gastro-entérologue va introduire un endoscope, donc un tube avec une caméra au bout qui va permettre de visualiser l'œsophage, l'estomac, le duodénum et de voir s'il y a une inflammation, etc. Au préalable, il faudra que vous ayez vu bien évidemment un anesthésiste en consultation, puisque l'anesthésie ne peut pas être faite sans une consultation anesthésique préalable. Après l'examen, vous allez être dans une salle de réveil pendant
30 à 60 minutes. Et puis ensuite, vous aurez une collation et vous aurez la possibilité de quitter l'établissement dans lequel l'examen a été réalisé, en général 2 heures après la fin de l'examen. Donc une endoscopie gastrique réalisée dans les règles de l'art ne va avoir aucune conséquence à votre réveil. La seule consigne qu'on donne aux patients, c'est simplement d'être accompagné pour repartir, puisqu'en raison de l'anesthésie, on va vous demander par exemple de ne pas conduire votre voiture, pour des raisons évidentes de sécurité. Vous allez continuer dans l'exploration du tube digestif et parler d'un examen qui fait un petit peu plus peur. Cette fois-ci, je veux parler de la coloscopie. Alors pour que le côlon soit propre, il y a cette fameuse préparation à prendre. Oui, en effet. Alors, ce que je viens d'indiquer pour l'endoscopie gastrique est valable pour la coloscopie, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut voir l'anesthésiste. Il faut être bien évidemment à jeun. Mais en plus, il y a une préparation. Parce qu'effectivement, le côlon, autant pour l'estomac, le fait de rester à jeun va faire qu'il va être vide. Autant le côlon, il y a toutes les matières fécales. Pour que le côlon soit propre, il faut faire une préparation qui est un lavage colique. C'est-à-dire que vous allez prendre par la bouche plusieurs litres d'une substance différente, il y a un nombre important de produits. Le but va être de laver le côlon, ce qui est très important puisque plus le côlon va être propre, plus on va être performant dans la détection des polypes. Et donc cette préparation va vous faire aller à la selle plusieurs fois, évidemment. Donc ça, c'est le côté inconfortable de cet examen. Mais j'insiste sur le fait que c'est très important de bien la faire puisque ça va générer une coloscopie de qualité. Je crois aussi qu'il y a un régime sans résidus à faire avant l'examen. Tout à fait. Donc, vous allez avoir un régime sans résidus à faire 3 jours avant, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez éviter les fibres, c'est-à-dire les légumes, les fruits, la salade, de manière justement à ce que l'opérateur ne soit pas gêné dans la visualisation du côlon par des fibres. Alors, quelles sont les indications d'une coloscopie et qu'est-ce que vous pouvez voir quand vous explorez le côlon? Alors, je ne vais pas vous lister toutes les indications parce que ce serait trop exhaustif, mais les indications principales, c'est évidemment en 1 le dépistage du cancer colorectal. Le cancer du côlon et du rectum a comme particularité d'être un cancer qui démarre par un polype. Et donc, en visualisant les polypes et en les enlevant, on va éviter la survenue du cancer. Donc, première grande indication. Alors, il faut savoir que la coloscopie, on va la faire systématiquement à partir de 45 ans chez les personnes qui ont un antécédent familial de cancer du côlon. Et on va le faire tous les 5 ans. Et puis, on peut la faire également chez les patients à risque moyen, c'est-à-dire sans antécédent au premier degré, tous les 10 ans. La deuxième indication, c'est évidemment tout ce qui est perte de sang, c'est-à-dire une anémie, une carence en fer. Là, on va faire une coloscopie, on va rechercher une anomalie qui puisse expliquer ce saignement. La troisième indication, c'est la diarrhée. Donc la diarrhée, c'est très important de l'explorer, surtout si elle est chronique. Je ne parle pas d'une diarrhée aiguë dans le cadre d'une tourista, bien évidemment. Mais toute diarrhée chronique va nécessiter la réalisation d'une coloscopie qui peut mettre en évidence, bien évidemment, une tumeur, qui peut mettre en évidence une colite inflammatoire, c'est-à-dire ces fameuses MICI, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique. À ce moment-là, il y aura en général d'autres symptômes associés. Il est important de savoir aussi que dans le cadre de la diarrhée, lorsque on réalise une coloscopie, on va systématiquement aller visualiser l'intestin grêle, qu'on appelle iléon terminal, et faire des biopsies systématiques pour rechercher une pathologie particulière. Alors cette pathologie particulière, c'est la colite microscopique, c'est-à-dire que la coloscopie est normale, donc visuellement, mais lorsqu'on fait des prélèvements, on a des anomalies qui correspondent à une véritable maladie et à un traitement spécifique. Alors pour tout vous dire par rapport à la coloscopie, et pour savoir comment on procède, en fait on a ce qu'on appelle un canal accessoire qui va nous permettre de passer différents instruments. On a donc des biopsies pour les prélèvements, si on veut biopsier une lésion suspecte par exemple. Et puis on a des anses, des espèces de lassos qui vont permettre d'enlever les polypes avec une sécurité maximale. On a également la possibilité de laver si le côlon n'est pas tout à fait propre. On a une espèce de système de Karcher qui nous permet de nettoyer le côlon. Vous vouliez aussi nous parler d'un examen qui est peut-être un peu moins connu du grand public, la vidéocapsule de l'intestin grêle. Alors en quoi consiste cet examen et quelles sont les indications? Alors oui, tout à fait. La vidéocapsule de l'intestin grêle, c'est un examen extrêmement intéressant
Et on va avoir comme indication principale tout d'abord la maladie de Crohn, c'est-à-dire que la maladie de Crohn, comme vous le savez peut-être, touche l'intestin grêle, parfois isolément, c'est-à-dire que la coloscopie est normale, si on regarde le rectum, le côlon, on ne voit rien, mais lorsqu'on va faire une vidéocapsule, on peut voir des ulcérations de l'intestin grêle, et le diagnostic va donc être fait grâce à cet examen. L'autre indication principale, ça va être l'anémie ou la carence en fer inexpliquée. On va faire une endoscopie gastrique, on va faire une coloscopie, et des fois, ces deux examens se révèlent normaux, y compris les biopsies. Bien ça, c'est une très bonne indication de la vidéocapsule de l'intestin grêle qui va permettre de mettre en évidence parfois une angiodysplasie. Alors dysplasie, ça ne veut pas dire tumeur du tout, ça veut dire simplement que c'est un vaisseau dilaté qui peut saigner dans l'intestin grêle et en le cautérisant, on va ainsi faire céder la perte de sang et de fer. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule cet examen? De quelle manière est-ce que vous procédez? Alors la vidéocapsule endoscopique, c'est vraiment une révolution. C'est vrai que c'est extrêmement élégant. C'est une petite caméra qui fait quelques centimètres de long que le patient va ingérer et cette caméra va filmer tout son intestin grêle. Il va porter une ceinture avec un enregistreur qu'il va garder en moyenne 6 heures et au bout de 6 heures, il va l'enlever. Ensuite, il va ramener l'enregistreur et je vais ainsi créer un film qui va me permettre de visualiser les différentes anomalies, avec possibilité de faire un arrêt sur image, de faire un zoom, etc. C'est une technologie vraiment extrêmement impressionnante. Donc pour cet examen, bien évidemment, il faut que vous soyez à jeun, et puis parfois on peut être amené à vous prescrire l'ingestion d'1 litre d'une substance appelée PEG qui va permettre de mieux visualiser votre intestin grêle. Donc après l'ingestion de la capsule, vous pourrez boire 2 heures plus tard et en ce qui concerne l'alimentation, vous pourrez manger 4 heures après l'ingestion de la capsule. La vidéocapsule endoscopique, c'est un dispositif à usage unique, donc il va servir qu'une fois, en l'occurrence à vous, et puis vous allez l'évacuer tout naturellement dans vos selles. Et je vous rassure, vous n'aurez absolument pas besoin de récupérer votre vidéocapsule. Est-il aussi possible de faire une vidéocapsule du côlon? Et est-ce que ça peut remplacer une coloscopie? Alors oui, tout à fait, la vidéocapsule du côlon, c'est le même principe que la vidéocapsule endoscopique du grêle, sauf qu'il y a 2 têtes, donc c'est-à-dire il y a une caméra des 2 côtés de la capsule, donc pour filmer avec des angles encore plus précis, puisque là on va être amené à vouloir détecter des polypes notamment. Alors la vidéocapsule colique, elle est intéressante notamment chez les personnes qui ont une contre-indication à la coloscopie, par exemple quelqu'un qui ne peut pas avoir d'anesthésie générale parce qu'il a une insuffisance respiratoire importante. Ça peut être également un refus de la coloscopie, c'est des situations que l'on voit. Et puis ça peut être également une difficulté technique à la coloscopie, c'est-à-dire que parfois on va avoir par exemple des diverticules dans le côlon, ou bien quelqu'un qui a été opéré plusieurs fois de l'abdomen, ça peut créer des adhérences et des difficultés techniques pour explorer l'intégralité du côlon. Donc ça peut être intéressant de faire une vidéocapsule du côlon en complément donc de la coloscopie qui a été de ce fait incomplète. Voilà aujourd'hui les 3 principales indications de la coloscopie. On a la chance aujourd'hui d'avoir que cet examen soit pris en charge, c'est-à-dire que la capsule elle-même est remboursée et c'est pris en charge pour le côlon que depuis 2 ans. Donc vous voyez que c'est une technologie qui a mis du temps quelque part à sortir et ensuite être remboursée. Mais ça, c'est les aléas de l'assurance maladie. Comme pour la coloscopie classique, il faudra préparer le côlon pour qu'il soit propre. Il est bien évident que s'il n'est pas propre, on ne pourra pas voir. Et donc, il y a une préparation colique au préalable et un régime sans résidus pour que l'examen se déroule dans les meilleures conditions. Le principe est le même, comme je le disais, que la vidéocapsule du grêle, c'est-à-dire vous aurez une ceinture, un enregistreur, et puis les images vont être donc stockées dans cet enregistreur. La seule différence, c'est que vous garderez la ceinture plus longtemps, en moyenne 12 heures. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque vous voyez un polype? Dans ce cas, vous ne pouvez pas le retirer. Alors en effet, si on voit un polype,
on ne va pas pouvoir le retirer. Donc là, il va falloir, dans un second temps, envisager la réalisation d'une coloscopie pour enlever le polype et l'analyser. Néanmoins, il faut préciser que la vidéocapsule du côlon, c'est un examen très performant et en termes d'image et d'identification des polypes, c'est aussi performant qu'une coloscopie classique. On voit très très bien à partir du moment où le côlon, bien sûr, est bien préparé. Pour être tout à fait précis sur la vidéocapsule colique, il faut préciser que les indications doivent être pesées comme il se doit, mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'anesthésie générale et il n'y a pas non plus le moindre risque. Alors effectivement, une coloscopie faite par quelqu'un d'expérimenté, le risque est très faible, mais pas nul. Pour la vidéocapsule colique, il n'y a absolument aucun risque de perforation, bien entendu. En cas de polype, il faudra faire une coloscopie classique derrière pour l'enlever. A contrario, si votre vidéocapsule colique est normale, eh bien, les choses s'arrêteront là et vous aurez donc évité une anesthésie générale notamment. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en termes évolutifs par rapport au futur ? On voit bien que l'accès à la coloscopie peut être compliqué. On voit bien qu'en ce moment, par exemple, avec la pandémie Covid-19, on est obligé de réduire les programmes opératoires en raison de cette pandémie. Et par conséquent, la vidéocapsule est une technique en pleine expansion et il est probable, pour cette raison, mais aussi pour d'autres, que dans les prochaines années, ça devienne un examen de dépistage chez les personnes qui n'ont pas d'antécédent familial au premier degré de cancer. Dans cette population-là, la coloscopie restera l'examen de référence, mais la vidéocapsule colique devrait gagner de plus en plus d'indications dans la population tout venant. Je voudrais préciser un point, c'est que c'est vrai que les patients ont toujours un peu peur, le mot endoscopie les rend un petit peu craintifs, et c'est tout à fait compréhensible, mais il faut avoir à l'esprit qu'un gastro-entérologue bien formé va faire l'examen dans des conditions optimales. Ces examens, que l'endoscopie œsogastro-duodénale ou la coloscopie, se font dans des centres d'endoscopie dédiés, c'est-à-dire où on ne fait que ça, avec des équipes très rodées, du personnel très compétent et du matériel de pointe. Et donc, ça se passe dans la très très grande majorité des cas, sans aucun incident. Donc, le message, c'est qu'une endoscopie, finalement, c'est un examen très simple et il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Merci beaucoup, Dr Bérébi, pour toutes ces informations qui vont, je n'en doute pas, rassurer tous nos auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de Merci Docteur sur les plateformes de streaming, mais aussi sur sa chaîne YouTube intitulée Dr William Bérébi, dans laquelle vous retrouverez également ses émissions télé. Si vous avez des questions sur le podcast, vous pouvez les poser au Dr Bérébi sur son compte Instagram, Dr William Bérébi, et il se fera un plaisir d'y répondre. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Au revoir Dr Bérébi, merci et à bientôt. Au revoir Clara et à très bientôt à tous.